Allez, c'est parti pour un voyage spectaculaire. Un voyage non pas à travers l'espace, mais à travers le temps. C'est l'histoire de notre propre planète, une épopée de 4 milliards d'années qui a transformé une simple boule de roche en un monde bouillonnant de vie. On va remonter jusqu'aux toutes premières origines. Regardez-moi cette frise chronologique. Elle résume tout. L'histoire de la Terre, ça donne le vertige, hein. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que la quasi-totalité de ce qu'on appelle la vie, les animaux, les plantes, même les dinosaures, tout ça s'est concentré dans les 12 petits pourcents les plus récents de cette histoire. Oui, 88%. Ça veut dire que pendant près de 90% de son existence, une période qu'on appelle le précambrien, la Terre était un monde complètement différent. Une planète qu'on aurait du mal à reconnaître, où les toutes premières étincelles de vie commençaient à peine à se former. Alors, remontons au tout début. Imaginez un peu la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Oubliez la belle planète bleue qu'on connaît aujourd'hui. Non, à l'époque, c'était une boule de feu, bombardée en permanence par des astéroïdes, avec des volcans qui crachaient des gaz et de la vapeur d'eau sans arrêt. L'air était juste irrespirable, un cocktail toxique de dioxyde de carbone et de méthane qui créait un effet de serre monumental. Et surtout, retenez bien ça, il n'y avait pas la moindre trace d'oxygène. Puis, tout doucement, la planète a commencé à refroidir. La vapeur d'eau a fini par se condenser et ça a déclenché des pluies torrentielles qui ont duré des millions d'années jusqu'à former les tout premiers océans. Bon, le décor est planté. On a une planète jeune, des océans chauds et une sorte de soupe chimique géante. La grande question, c'est comment on passe de la simple chimie à la biologie? C'est vraiment l'une des plus grandes énigmes de toute la science. Oui, la question a l'air simple, mais la réponse, elle est incroyablement complexe. Comment des molécules, des trucs complètement inertes, ont bien pu s'assembler pour former la toute première chose vivante? Alors, une des théories les plus connues, c'est celle de la soupe primitive qu'on voit ici à gauche. L'idée, c'est que les océans étaient comme un immense bouillon de molécules. L'énergie des éclairs et des rayons du soleil aurait permis de créer des briques de vie plus complexes comme les acides aminés. Et le truc incroyable, c'est que l'expérience de Miller et Urey en 1952, qu'on voit là à droite, a prouvé que c'était possible. Ils ont recréé ces conditions en labo et hop, ils ont vu apparaître ces fameuses briques de la vie. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule piste. D'autres scientifiques pensent plutôt aux sources hydrothermales, ces fumeurs noirs au fond des océans. La chaleur et les minéraux auraient pu fournir l'énergie nécessaire. Et puis, il y a même l'hypothèse de la panspermie. Et si les ingrédients de base étaient arrivés de l'espace, à bord de météorites? Mais en fait, peu importe l'endroit, le vrai défi, c'est de passer de simples molécules à un truc qui peut se copier lui-même. Et c'est là que l'hypothèse du monde ARN est super intéressante. En gros, l'idée, c'est qu'avant l'ADN, il y avait l'ARN. C'est une molécule plus simple, mais qui est capable de faire deux choses à la fois. Stocker l'information, comme l'ADN, et déclencher des réactions chimiques. C'était peut-être ça, la toute première étape vers la vie. Une fois que la vie est apparue, sous forme de toutes petites cellules, elle est restée très discrète pendant des milliards d'années. Mais un groupe d'organismes était sur le point d'inventer un procédé qui allait changer radicalement et pour toujours le visage de notre planète. Et les voilà, les héros de notre histoire, les cyanobactéries. Ces microbes tout modestes, dont on trouve des fossiles qui ont plus de 3 milliards d'années, ont mis au point une invention qui allait littéralement terraformer notre monde. Cette invention, c'est la photosynthèse, un processus d'une simplicité géniale. On utilise l'énergie du soleil pour transformer le CO2 et l'eau en énergie. Sauf que ce processus avait un déchet, un gaz qui était un poison mortel pour la plupart des êtres vivants de l'époque, l'oxygène. Au début, cet oxygène a eu un effet incroyable dans les océans. Il a réagi avec le fer qui était dissous, ce qui l'a fait littéralement rouiller. Ça a créé ces énormes dépôts qu'on voit à gauche, les fers rubanés. Une fois que les océans ont été saturés, l'oxygène a commencé à s'échapper dans l'atmosphère. Et là, un deuxième miracle s'est produit. Il a formé la couche d'ozone, ce fameux bouclier qui nous protège aujourd'hui des rayons UV. Sans cette étape, la vie n'aurait jamais pu sortir de l'eau. Avec cette nouvelle atmosphère riche en oxygène, il y avait plein d'énergie disponible pour des formes de vie plus grandes, plus complexes. Et après des milliards d'années de calme plat, quelque chose de spectaculaire s'est produit. L'explosion cambrienne. En un clin d'œil à l'échelle géologique, la plupart des grands groupes d'animaux qu'on connaît aujourd'hui sont apparus d'un coup. On a des sites de fossiles exceptionnels, comme le schiste de Burgess au Canada, qui nous donne une vraie fenêtre sur ce monde disparu. Et ce qu'on y voit, comme le montre bien ce graphique, c'est la domination écrasante d'un groupe en particulier. Les arthropodes. Ils représentaient quasiment la moitié de tous les animaux. Ces arthropodes primitifs, c'étaient les vrais rois des mers du Cambrien. Ils ont développé des innovations qui allaient faire leur succès pendant des millions d'années. Des carapaces solides à l'extérieur et des pattes articulées pour se déplacer. Mais le Cambrien, c'était aussi une période d'expérimentation complètement folle. Prenez Hallucigenia, par exemple. Son nom dit tout.
Les scientifiques étaient tellement perplexes qu'au début, ils l'ont reconstitué à l'envers, sans savoir où était le haut, le bas, les pattes. Ça montre bien que l'évolution testait toutes sortes de plans de construction un peu bizarres, dont beaucoup n'ont pas survécu. Et puis, au milieu de toutes ces créatures étranges, il y en avait une qui nous concerne très directement. Voici Pikaia. Bon, elle ne paie pas de mine, mais elle a un truc essentiel, une notocorde, l'ancêtre de notre colonne vertébrale. C'est l'un des plus anciens parents connus de tous les vertébrés, nous y compris. Les océans brouillaient de vie. Mais il y avait tout un monde, un nouveau continent qui attendait d'être conquis, la terre ferme. Maintenant qu'elle était protégée par la couche d'ozone, ce territoire autrefois mortel était accessible. Mais attention, passer de l'eau à la terre, c'était un défi absolument colossal. Il faut s'imaginer une seconde. Dans l'eau, le corps est porté, il flotte. Sur Terre, la gravité vous écrase. Dans l'eau, on respire avec des branchies. Sur Terre, il faut des poumons. Et surtout, le danger numéro 1 sur Terre, c'est de se dessécher. Pour survivre, les premiers pionniers ont dû développer des adaptations complètement extraordinaires. Et pour les vertébrés, il y a une invention en particulier qui a absolument tout changé. C'est ce qui a permis de couper définitivement le cordon avec le monde aquatique, l'œuf amniotique. C'est tout simplement un océan privé en miniature, une petite poche d'eau et de nourriture qui permettent à l'embryon de se développer en toute sécurité sur la terre ferme. Une innovation de génie. Et cette conquête, eh bien, elle a pris du temps. Les plantes sont sorties en premier, aux Siluriens, pour créer un habitat et un sol. Ensuite, aux Dévoniens, les premiers vertébrés à 4 pattes ont suivi, même s'ils devaient encore retourner à l'eau pour se reproduire. Il a fallu attendre encore des dizaines de millions d'années pour les premiers amniotes, avec leurs œufs révolutionnaires, apparaissent enfin dans les archives fossiles. Et voilà, d'une simple roche en fusion à des créatures complexes qui marchent sur la terre ferme. L'histoire est évidemment loin d'être terminée. Cette incroyable capacité de la vie à innover et à surmonter tous les défis possibles pendant 4 milliards d'années, ça laisse une question fascinante en suspens. Après la photosynthèse, après l'œuf amniotique, quelle sera la prochaine grande révolution du vivant ?